à cette dernière conf de l'après-midi où je vais vous parler de réseaux de neurones et de comment les embarquer sur des devices. Donc on va partir un peu à la découverte de ce qu'on appelle le edge computing avec le neural stick computing. Je vous expliquerai dans la présentation de quoi il s'agit. Alors, donc de quoi on va parler? Attention. Hop là. Petit souci. Ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, donc la problématique, c'est quoi? On est dans quel contexte? On va parler... excusez-moi, j'ai un petit souci de... Tac. Le pointeur qui bouge. Voilà, on va y arriver. Donc, on va se placer dans le contexte de l'IoT, donc il y a un contexte assez particulier où on va devoir manipuler donc, des matériels, des composants qui sont déployés à grande échelle et qui du coup ont des contraintes d'exécution particulières en termes d'énergie, de connectivité réseau, etc. etc. On va parler un petit peu de cloud, puisqu'on va aborder le edge computing. Alors cloud et IoT, c'est fortement lié. Généralement, les capteurs, les petits devices, ils ont assez peu d'intelligence, ils ont très peu de puissance de calcul. Et donc, généralement, on envoie on déporte les données vers le cloud pour que ce soit le cloud en fait qui travaille, qui fasse le rôle du cerveau et qui donne les instructions ensuite pour pouvoir réagir en fonction des données environnementales. On va parler un peu de performance aussi, puisque ces technologies se développent de plus en plus. Il y a de plus en plus de devices, tout le monde quasiment a un téléphone, même deux. Il y a des capteurs partout, dans les télés, les frigos, machines à laver, etc. etc. Et derrière, on va chercher à développer des applications qui apportent de plus en plus de valeur ajoutée. Et on va parler aussi un petit peu d'énergie, puisque tous ces petits composants qui sont déployés un peu partout, ils ne sont pas branchés sur secteur, donc ils ont soit une autonomie limitée, soit ils doivent interagir avec des contraintes d'énergie très fortes. Voilà. Donc l'IoT, c'est très vague. Nous, on va plus se concentrer sur la partie un peu plus visuelle. Donc là, j'ai mis un exemple de drone. En fait, je voulais parler du drone Mavic. Bon, c'est pas du tout celui-là. Mais en gros, c'est un drone qui permet d'être piloté, qui permet de prendre des photos, des plans en séquence, etc., etc. Mais il est doté d'une certaine autonomie. C'est-à-dire qu'on peut lui indiquer de suivre un parcours et en même temps, il arrive à éviter les arbres, à éviter les obstacles de manière assez efficace. Ce qu'il peut faire aussi, c'est arriver à reconnaître là où il y a des personnes, pour arriver à bien cadrer ses photos. Et donc tout ça, grâce à quoi? C'est un sujet qui a connu un grand boom ces dernières années. C'est tout ce qui est détection d'objets, reconnaissance d'objets dans une image. Donc là, vous avez un exemple où sur une photo, on essaie de distinguer les personnes des objets. Donc les personnes, c'est tout ce qui est en jaune, et les objets, c'est plutôt tout ce qui est en rouge. Si on va un petit peu plus loin, on a tout ce qui est segmentation d'images. C'est assez lié à la détection d'objets, en fait. Là, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de déterminer vraiment des zones distinctes sur une image. Donc là, vous voyez, par exemple, en violet, là, j'arrive à reconnaître que c'est une route. J'arrive à voir que là, il y a une ligne blanche, un passage piéton. Et j'arrive à distinguer les formes là où je vais voir en fait des personnes. Donc ça, c'est un élément qui est crucial dans la voiture autonome. Et c'est des technologies, des techniques qui se sont beaucoup développées et qui ont permis beaucoup d'avancer dans tous ces domaines-là. Et tout ça grâce à quoi? Grâce aux réseaux de neurones, qui eux aussi du coup ont connu un grand boom ces dernières années.
avec tout un tas d'avancées dans les façons de faire l'apprentissage sur les données, et aussi l'évolution en fait, du matériel. Hein. Le coût des CPU, le coût de la RAM a beaucoup diminué, ce qui fait du coup maintenant on a une puissance de calcul beaucoup plus élevée. Et du coup, on arrive à avoir des algos qui sont performants et qui donnent de très bons résultats. Alors, un réseau de neurones, un petit récap pour ceux qui n'ont pas vu la première présentation Van Gogh ce matin. Les bases. Donc là, on revient à la préhistoire. 1957, création du perceptron, donc par un certain Frank Rosenblatt. Donc un perceptron, c'est quoi? Alors c'est quelque chose. Donc on va appeler un neurone. L'idée, c'est quoi? C'était d'essayer de simuler le comportement du cerveau, enfin, avec les connaissances qu'on avait à l'époque, puisque depuis, ça a beaucoup évolué. Donc en fait, un neurone, comment ça fonctionne? Il va recevoir en entrée un certain nombre de signaux et il va s'activer en fonction d'un certain seuil par rapport aux signaux qu'il aura eu en entrée. Donc comment on formalise ça dans le perceptron? En entrée, on va avoir un ensemble de variables x, i, x1 à n, qui seront en fait les features de mon signal. Et ensuite, à chacune de ces variables, je vais associer un poids. Hein, et je vais pouvoir calculer, faire la somme du produit des poids par les variables. Donc ça va me donner une valeur là. Donc là, c'est ma somme des xi, wi. Et en fonction de cette valeur que j'obtiens, je vais ou non décider d'activer mon neurone. Hein. Donc en gros, si jamais ma somme elle est supérieure à 0,5, à tout hasard, je vais dire qu'en sortie, ça va être 1, par exemple. Et si jamais c'est en dessous de 0,5, je vais dire que c'est 0. Du coup, mon neurone n'est pas actif. Donc c'est ça, l'idée de base du neurone artificiel, qu'on retrouve dans le perceptron, et que vous retrouvez dans cette formule-là. Hein. Donc en gros, c'est ça. Donc on fait en sortie, donc Y. Donc c'est 1 si la somme de mes xi, wi dépasse un certain seuil, et sinon c'est 0. Voilà. Depuis, ça a beaucoup bougé. Maintenant, on a tout un tas d'architectures de réseaux de neurones qui existent, avec différents types de cellules. On a des réseaux dits profonds, où on enchaîne en fait plusieurs couches de réseaux de neurones. On a des réseaux à convolution, donc on a vu ce matin, et qui permettent, qui sont très forts en fait sur tout ce qui est traitement d'image. On va avoir les réseaux récurrents, où l'entrée ou la sortie d'une cellule peut être réutilisée dans l'entrée d'une autre cellule, etc., etc. Donc on a tout un tas d'architectures plus ou moins complexes. Alors, donc comment ça fonctionne? Un réseau de neurones, on va prendre un réseau de neurones de base. Et donc le but de ces réseaux de neurones, c'est d'avoir en sortie un modèle prédictif qui va nous permettre de classifier des données. Pour cela, on commence déjà par entraîner notre réseau de neurones. Donc déjà, on commence par une architecture, on définit son architecture. Donc là, j'ai une couche d'entrée avec 2 cellules. Ensuite, une couche cachée avec 3 cellules. Et enfin, une couche de sortie qui va me donner le résultat, la probabilité que ce soit ou non l'objet que j'en cherche. Donc imaginons si je cherche à classifier des poules, ou savoir si mes images d'entrée sont des poules ou des canards. En gros, ce que je vais avoir en sortie, c'est une valeur entre 0 et 1. Et ce sera la probabilité en fait, que ce soit un canard, par exemple. Donc si jamais ma valeur que j'ai en sortie c'est supérieure à 0,5, je peux considérer que c'est un canard, et sinon, je peux considérer que c'est une poule. Donc comment ça se passe, l'entraînement? Donc on va passer en entrée de notre algorithme d'entraînement un jeu de données qui est déjà labellisé. Donc effectivement, avec un petit peu plus que 9 images par jeu de données. Donc j'ai un jeu de données de canard, un jeu de données de poule. C'est transformé en valeur flottante, puisque les réseaux de neurones travaillent que sur des valeurs flottantes, des numériques. J'ai une étape d'entraînement, donc là je vais passer assez vite, mais en gros il va y avoir plusieurs itérations. On va chercher à optimiser, du coup, à trouver les meilleurs poids
qui permettent de diminuer le taux d'erreur de mon réseau. Donc ça peut être très long. Et en sortie, je vais avoir un modèle qui va me permettre de pouvoir dire si une image contient une poule ou un canard. Voilà. Donc ça paraît simple comme ça, mais là ici, pour avoir des modèles qui sont très précis, ça peut prendre du temps. C'est des dizaines, voire plusieurs centaines d'itérations qui doivent être effectuées. Donc une fois que le modèle est entraîné, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'inférence. C'est-à-dire qu'on va essayer de prédire, de classifier nos données. Donc j'ai toujours mon même réseau. Et en gros, comment ça se passe? J'ai mes poids optimum. Et ce que je fais, comme tout à l'heure sur le perceptron, pour chacun des neurones, je calcule mon produit des XI fois WI. Et après, sur chaque cellule, du coup, j'ai une fonction d'activation qui va activer ou non le neurone. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Donc, en fait, les formules, on s'en fiche un peu. Mais le gros truc, c'est ça. Là, on fait le produit en fait, des XIW. En fait, ça va être des produits matriciels. Donc ça, les produits matriciels, c'est des trucs qui se parallélisent vachement bien. Donc c'est la somme des produits. Et effectivement, on a pour calculer deux produits, on n'a pas forcément besoin que chaque produit s'attende entre eux. Donc c'est quelque chose, dans les réseaux de neurones, il y a beaucoup de calculs qui vont pouvoir être parallélisés à fond, quoi. Et c'est pour ça que les GPU ont beaucoup de succès, surtout sur la phase d'apprentissage, puisque les GPU sont très réputés pour faire du traitement d'image et pour justement traiter beaucoup de calculs vectoriels. Hop, je reviens un petit peu en arrière. Oui, donc il y a NVIDIA du coup, qui fait pas mal de trucs là-dessus. Donc il n'y a pas que les réseaux de neurones qui ont fait en sorte que les GPU explosent. C'est beaucoup le Bitcoin aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est bien les GPU, mais surtout pour l'entraînement, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est on est plutôt de l'autre côté où j'ai un tout petit device qui consomme que dalle, et je voudrais qu'il soit quand même performant. Donc c'est là qu'apparaît la notion d'edge computing. Donc l'edge computing, c'est quoi? C'est une sorte de gros mot, en fait, juste pour dire qu'on cherche en fait, à répartir mieux les puissances de calcul. C'est de faire en sorte que chaque device qui se retrouve en bout de chaîne puisse avoir un petit peu de puissance pour faire son traitement de données. Et donc, dans cette partie d'edge computing, on trouve tout un tas de notions. Et on retrouve la notion de VPU, pour Video Processing Unit, qui ont des particularités, qui vont être des composants en fait, dédiés, dont le but est d'être performant, mais en même temps de proposer moins de fonctionnalités en fait, que les GPU. Parce que les GPU, ça gère les textures aussi, c'est très utilisé pour les jeux vidéo à la base quand même. Donc ça gère des textures et compagnie, tout un tas de features qui ne sont pas forcément nécessaires pour des calculs matriciels ou vectoriels. Et l'idée derrière les VPU aussi, c'est d'être moins énergivore. Parce qu'un GPU, ça chauffe. Vous avez vu, il y a facile 3-4 ventilos dessus. Et c'est là qu'apparaît le Neural Compute Stick, que j'ai là. Donc à la base, c'est pas Intel, c'est une boîte irlandaise qui s'appelle Movidius, qui a été créée en 2005 ou 2006. Donc ils ont fait pas mal de trucs sur tout ce qui est réseau de neurones et analyse vidéo. Et donc eux, ils ont sorti ce qu'ils appellent le processeur Myriad. Donc c'est un processeur, en fait, c'est juste ça là, le petit carré. Donc c'est un truc qu'ils ont embarqué notamment dans les drones Mavic. Ils ont cette puce-là pour pouvoir faire leur traitement d'image. Et suite à la mise à disposition de ce VPU, ils ont sorti le USB stick qui va permettre en fait, de faire du prototypage.
C'est pas un truc effectivement qu'on va embarquer directement sur un drone, hein, mais l'idée, ça va permettre de faire des POC sur des projets, hein, et de valider le fonctionnement. Après, quand vous allez mettre en production votre device, effectivement, vous allez juste mettre la petite puce. Donc voilà. On retrouve aussi Google qui va sortir un truc dans le cadre du projet AI Yourself. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un projet où vous pouvez faire vos propres produits d'intelligence artificielle. Il y a notamment le Google Voice Kit. C'est une boîte en carton où vous allez pouvoir faire le Google Home. Il y a aussi le projet des cartes, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin les lunettes en carton de réalité virtuelle. Donc tout ça, c'est dans ce cadre-là. Et donc, normalement, d'ici la fin de l'année, ils devraient sortir ce qu'ils appellent le TPU, hein, mais c'est le même principe que le Movidius, en fait. Donc le Movidius, en fait, ce qui va permettre, c'est d'embarquer les modèles, une fois entraînés, on va pouvoir les embarquer sur la puce Movidius. Alors, le Neural Compute Stick, il va pouvoir gérer des modèles qui ont été entraînés avec Café ou avec TensorFlow. Alors que là, côté Google, ça va plutôt être du TensorFlow Lite. Alors après, sur le papier, Google, ils annoncent des perfs assez impressionnantes. Ils disent qu'ils pourront traiter genre 100 FPS sans problème, quoi. Donc, à voir. Alors, donc qu'est-ce qu'il y a dans le Neural Compute Stick? Donc là, j'ai repris le schéma d'archi du site de Movidius. Donc, vous avez à droite le contenu du stick. On va retrouver un processeur, un microprocesseur de type Spark. On retrouve des unités de calcul. C'est elles qui vont faire ces calculs vectoriels, ces calculs matriciels. Et enfin, on retrouve de la RAM. Et donc, de la RAM, qui va nous permettre en fait de stocker nos réseaux préentraînés. Alors, ce que fait le processeur, il va quand même pas mal bosser aussi. Il va gérer tout ce qui vient des clients. Donc, toutes les images qui sont envoyées par les clients, c'est lui qui va les gérer et qui va ensuite affecter les tâches aux différentes shaves. Il va aussi monitorer en fait le statut de la clé, le statut du processeur. Il va essayer de vérifier que ça chauffe pas trop, etc., etc. Donc il bosse quand même pas mal. Sachant qu'après, le gros du boulot, pour l'inférence, pour la prédiction, ça se passe au niveau des shaves. De l'autre côté, donc côté client, donc Intel fournit un SDK en Python ou en C qui va permettre de pouvoir pousser nos images sur le stick. Et voilà pour l'archi. Donc, niveau consommation d'énergie, la consommation du stick est annoncée à 1 watt. Un GPU, une carte NVIDIA 1080 TX, c'est 180 watts. Après, en termes de dimension, alors rien que le stick, on est à 2,5 fois 5 cm. Mais en fait, effectivement, ce qu'on embarque réellement dans le device à la fin, c'est pas plus gros qu'une pile plate. Toc. Alors la démarche, comment on prototype du coup un projet avec le Neural Compute Stick. Donc tu commences par tu traînes ton modèle. Donc ça veut dire quoi? C'est en gros, tu as ton cluster TensorFlow ou tu as ta grosse machine avec 10 GPU. Tu as un gros jeu de données et tu entraînes ton jeu de données sur ce serveur, sur ce cluster. Une fois que le modèle est entraîné, tu vas utiliser le SDK fourni par Movidius pour faire du profilage, pour tuner et pour compiler le modèle. Alors le compiler, ça va servir à quoi? Ça va faire de la traduction en fait du modèle TensorFlow vers le langage compris par la puce Movidius. Et enfin, une fois que c'est déployé sur la clé,
eh ben, on va brancher ça, pardon, sur notre système embarqué, et on va voir que ça fonctionne bien. Alors, un petit exemple sur un projet de la vie réelle qu'on a fait chez nous à Zenica. Alpha Shifumi, donc on aime beaucoup le Shifumi. Donc c'était un projet qu'on avait lancé pour l'animation du stand BDX.io l'année dernière. Donc au début, ça ressemblait à ça. Donc c'était une boîte avec un Raspberry, un Arduino et compagnie. Donc l'idée, c'est quoi? C'était de jouer contre l'intelligence artificielle, bon, qui n'était pas si intelligente que ça, et de jouer à Shifumi contre la machine, quoi, et de voir qui était le plus fort. Ensuite, on a eu la V2, où on a amélioré le packaging. C'était un peu plus transportable. Et on a modifié un petit peu l'archi. Donc le schéma est compliqué. Mais en fait, on a essayé de faire une architecture modulaire sur tout un tas de notions. Il y a la notion de serveur de jeu. Donc c'est le composant qui détermine ce que doit jouer l'ordinateur. Il y a l'interface qui va permettre de consulter les scores, qui a gagné, qui a perdu. Et ce qui nous intéressait plus, c'est la partie TensorFlow. Alors tout ça, c'est en asynchrone. On utilise du MQTT. Donc quand on capture quelque chose sur la caméra, ça envoie l'image sur la file MQTT qui va bien. Et ensuite, derrière, il y a le serveur TensorFlow qui récupère l'image et qui fait l'inférence et qui essaie de reconnaître le symbole. Donc là où on se positionne avec le stick, c'est à ce niveau-là. L'idée, c'était de remplacer un peu ça et de faire en sorte que du coup, notre Alpha Shifumi soit autonome. Parce que là, ce TensorFlow Server, il est déployé sur un PC à part, avec 32 Go de RAM. Et après, donc la V800, peut-être, ça deviendra ça, Skynet. Alors l'IA dans Alpha Shifumi, c'est juste ça. Enfin, c'est juste ça. Donc vous avez une caméra, vous faites le symbole, papier, pierre, ciseaux, lézard et Spock, on a fait. Et du coup, l'idée, c'était de reconnaître ce qui avait été joué par le joueur humain. Donc comment on fait ça? Donc on va entraîner un modèle. Donc là, j'utilise Keras avec un backend TensorFlow. Donc TensorFlow, c'est le framework Google pour faire des réseaux de neurones. Et Keras, c'est une surcouche qui simplifie, qui abstrait pas mal de choses. Donc un exemple, on commence par faire un modèle simple. Je vous préviens, il sera complètement nul, mais c'est juste pour montrer un petit peu la démarche. Donc ça, c'est assez simple, ça se lit assez facilement. Donc j'initialise un modèle Keras. Et ensuite, j'enchaîne les différentes couches. Donc c'est des images en 128 par 128. Donc en entrée, je vais avoir des données en fait en 2 dimensions. Et du coup, je les remets en 1 dimension là avec le flatten, ce qui fait que du coup, je me retrouve avec un vecteur par image de 128 fois 128 cellules. Ensuite, j'enchaîne mes couches denses. Et à la fin, donc j'ai ma couche qui va me faire en fait ma classification. Donc là, vous voyez, j'ai 5 unités. Pourquoi? C'est ça, pour les 5 symboles. Pierre, ciseaux, papier, lézard, Spock. Donc ce que ça me donne comme schéma, donc j'ai toutes ces couches, voilà, et en sortie, vous voyez, potentiellement, il y a 17 millions de paramètres à apprendre. Donc c'est pour ça que mon modèle n'est pas terrible, parce que je n'ai pas non plus un jeu de données énorme. Mais c'est pas grave. Donc ensuite, une fois qu'on a construit notre modèle, on va le compiler. Donc là, c'est la compilation sens Keras. Donc en gros, il va générer le graphe pour TensorFlow derrière. Juste ce qui est intéressant, c'est ça. La métrique, c'est ce qui va me permettre de surveiller si mon modèle est performant ou pas. Donc voilà, il est compilé. Et ensuite, on va pouvoir lancer le vrai boulot. Donc c'est là où mon CPU ou mon GPU va travailler. Donc j'utilise un feed generator là, donc c'est des notions dans Keras en fait. Donc je vais avoir un répertoire d'images et dessus j'ai configuré des générateurs qui vont en fait faire des petites transformations sur ces images, faire en mode miroir ou les décaler un petit peu. L'idée c'est quoi? C'est comme j'ai que 1300 images, l'idée c'est d'augmenter un petit peu en fait artificiellement ce jeu de données.
Donc voilà. Et donc qu'est-ce que ça donne? Donc une fois que le modèle est entraîné, bah, je vais pouvoir prendre une image et faire une prédiction dessus. Donc si je prends cette image-là, par exemple, toc, j'ai une prédiction sur le modèle, et ça me sort un vecteur avec en fait la sortie de ma dernière couche. Donc on retrouve mes 5 cellules. Je n'ai pas vérifié si c'était vraiment papier. Il y a des chances que ce soit pas bon. On peut surveiller du coup la courbe d'apprentissage, donc c'est pas mal. Du coup, Keras, ça simplifie quand même pas mal les choses. Keras et R aussi, donc je suis passé en R. Donc ce qu'on voit, donc là c'est l'accuracy. Donc l'accuracy, c'est comment je suis bon. Donc on voit sur mon jeu d'entraînement, je suis à moins de 24%. Donc ça veut dire qu'il y a 5 symboles à reconnaître. Donc je fais un petit peu mieux que le random. Mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est quand même de mettre en place une chaîne complète dès le début. Et puis après, on va essayer d'améliorer les différents petits points. Donc là, j'ai un modèle qui est entraîné. Ce qu'il est nécessaire de faire avant de déployer ce modèle, ça va être ce qu'on appelle le freeze. Il faut savoir que quand on a fini d'entraîner un modèle, en fait, il y a encore des données qui sont propres à l'entraînement et qui peuvent polluer potentiellement les prédictions. Donc le freeze va permettre de nettoyer un petit peu le modèle. Déjà, ça va permettre de gagner un peu de place, parce que les modèles font facile plusieurs dizaines, plusieurs centaines de mégas. Donc ça prend la place. Donc ça supprime toutes les couches d'entraînement, ça transforme des variables en constantes. On va pouvoir aussi modifier la précision. Par défaut, c'est du float sur 64 bits, mais du coup, ça prend de la place. Donc on peut passer sur 32 ou sur 16 bits. Voilà. Donc là, j'ai frisé mon modèle. Maintenant, je vais pouvoir utiliser le toolkit fourni par Movidius. Donc, ils fournissent 3 outils. Vous avez le check, le profile, le compile. Le check, il va permettre de valider que le modèle que vous avez entraîné dans TensorFlow ou dans Café, il peut être interprété par Movidius. Le profile, il va vous pouvoir... il va permettre de voir, de profiler chacune des couches en fait, de votre modèle. Vous allez pouvoir voir, l'inférence, elle passe tant de temps dans telle couche, elle passe plus de temps dans la couche dense que dans la couche de fin, par exemple. Et enfin, vous avez le compile, qui va faire la traduction du modèle TensorFlow Café vers le langage, vers les instructions comprises par le stick. Donc, pour la compilation, comment ça se passe? Donc, c'est un petit utilitaire. On lui spécifie donc l'emplacement de notre modèle frisé, enfin frozen, du coup. La destination, et on doit spécifier la couche d'entrée et la couche de sortie. Voilà. Donc là, c'est flatten 1, input 1 et output 1. Donc voilà, donc on a compilé notre modèle, donc on va pouvoir le pousser après sur notre clé. On peut faire du profiling. Alors, je sais pas si ça a marché. Donc c'est la syntaxe est très similaire. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Donc ça ressemble à ça. Donc vous avez des stats. Donc là c'est le réseau en question avec juste mes 3 couches denses. Donc 1, 2, hop, le softmax, etc., etc. Ce qu'on voit, c'est que là il passe pas mal de temps en fait dans la première couche. Effectivement, c'est la plus grosse. C'est la couche dense qui fait 128 fois 128. Donc il y a beaucoup de poids. Et ensuite, je retrouve tout un tas de stats. Voilà. Donc après, cet outil, ce qu'il va permettre de faire, c'est on va pouvoir cibler les couches sur lesquelles on veut travailler. Donc ça permet de débugger un peu le modèle et puis surtout de voir en fait quand ça plante, quand il n'arrive pas à compiler. Ça permet de voir qu'est-ce qui ne compile pas. Voilà. Tac. Hop, hop, hop. Je suis planté. Pardon. C'est pas fini. Hop. Ah, j'ai plus de... Oups. Ouais, j'ai un petit souci.
Tac. Voilà. Désolé, j'ai pas fait le en anglais. Désolé pour l'interruption. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Juste, je recommence. Mais pourquoi il ne veut plus là? Donc voilà. Donc on était au profiling. J'ai Firefox qui ne se lance plus. Ici Chrome. Tac. Hop, on va y arriver. C'est pas celui-là. Voilà. On va zoomer un peu. Hop, c'est bon, on est reparti. Donc c'est bon, ça vous connaissez, vous maîtrisez. Voilà, donc on en était, je vous ai montré, donc là on peut profiler pour voir là où on perd du temps. Tac. Hop, donc ça c'était là. Voilà. Donc on a profilé, et maintenant on a aussi compilé notre modèle, on l'a traduit. On va pouvoir l'utiliser avec l'API du SDK. Donc là, je suis parti en Python, du coup. J'ai utilisé l'API Python. Donc vous avez un package MVNC qui fournit tout ce qui permet de manipuler le stick. Donc comment ça fonctionne? Déjà, on commence par lister les devices qui sont présents. Si jamais on n'arrive pas à les détecter, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Une fois, vous voyez, quand on affiche la liste des devices disponibles, il y en a un, c'est un pointeur après derrière. Ensuite, on ouvre le device qu'on souhaite utiliser. Donc une fois qu'on a récupéré une instance de device, il y a tout un tas d'informations qu'on peut récupérer. Donc il y a des énumérations qui sont fournies dans l'API avec toutes les caractéristiques. On peut récupérer la température, la mémoire disponible, etc. etc. Donc là, on peut afficher le nom du device, un truc un peu obscur. La RAM disponible et l'état du device, donc ça veut dire qu'il est actif. Voilà. Donc, là, je vais pouvoir charger le graphe que j'ai compilé. Donc dans le fichier, c'est le fichier NCS graph. Donc là, c'est joli, ouverture de fichier Python classique. Dans l'API, on a une classe graph qui va permettre de manipuler les graphes. Voilà. Donc ça, c'est simple. Donc là, j'initialise un graphe qui va s'appeler graph 1. C'est pas très original, mais pour les tests, ça suffit. Et ensuite, on va pouvoir activer les entrées-sorties du stick. Alors, comment ça fonctionne en fait? Ça fonctionne avec un mécanisme de fil. En fait, on va pouvoir pousser dans la file d'entrée des images, et ensuite, le stick va traiter en asynchrone toutes ces données et pousser le résultat dans la file de sortie. Donc là, c'est ce qu'on fait. Le allocate with FIFO, on instancie la file d'entrée et la file de sortie. Ensuite, on va essayer de faire une prédiction. On va essayer d'inférer. Donc on va charger une image, donc la même que tout à l'heure. Donc je la charge là avec SkyPy. Bon, mais en gros, il faut que ce soit ça va me retourner en fait un vecteur. Je force le type, je dis que c'est des flots de 32. Et ensuite, je vais pouvoir pousser mon image, mon vecteur d'image, dans la file. Ce que je peux faire aussi, c'est rajouter une sorte de commentaire ou d'identifiant qui va me permettre après, en sortie, je vais retrouver cet identifiant et ça va me permettre de raccrocher l'identifiant avec la prédiction. Donc là, j'ai poussé dans la FIFO et maintenant, je vais pouvoir lire dans la file de sortie. Donc je fais juste un read élément. Donc ça me retourne un output qui va contenir le résultat de ma dernière couche et un user obj qui est en fait la chaîne de caractères que j'ai mise au moment où j'ai poussé dans la file d'entrée. Donc effectivement, quand j'affiche l'output, on a bien le même vecteur que lorsqu'on a fait la prédiction avec Keras. Donc, ouf.
Et quand j'imprime le user object, effectivement, j'ai mon label, enfin mon identifiant que j'ai spécifié au moment de faire la prédiction. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fini, on nettoie tout, donc il y a tout un tas de trucs à détruire. Voilà. Je passe assez vite. Petit benchmark, pour essayer de comparer en fait les perfs entre CPU et VPU, voir un peu où ça se situait. Donc là, j'ai lancé plusieurs benches depuis l'application R, donc pour utiliser le CPU, et ensuite avec le script Python pour tester le VPU. Donc sur le CPU, ce qu'on a, c'est pas très beau, mais ce qu'on voit, c'est qu'en gros, la médiane, on est à 19 millisecondes par image pour faire une prédiction. Donc, ce qui est plutôt correct. Donc effectivement, ça permet de gérer du 24 FPS sans problème, quoi. Le VPU, on n'est pas très loin, en fait. Sachant que là, ça utilise mon CPU. Donc effectivement, mon PC il chauffait un peu au moment où je faisais le benchmark. Alors que quand je lançais le test sur le VPU, la courbe était plate, quoi. C'était encéphalogramme plat sur mon PC. Et j'ai fait un test du VPU sur Raspberry, puisque c'est la cible de notre projet Alpha Shifumi. Et on reste dans les mêmes, un petit peu dans les mêmes plages de valeurs. Sachant que la grosse différence, c'est que ça, c'est 1 watt et ça, c'est plus. Alors, OK, donc là, on a vu, j'ai un modèle qui est complètement pourri, qui fait un petit peu mieux que le random. J'ai essayé de m'intéresser à faire du transfer learning. C'est ma grosse déception. J'ai pas mal galéré. Donc effectivement, j'étais parti sur le fait de reprendre un modèle déjà entraîné. Donc ceux qui étaient là ce matin à la conf Van Gogh, il y a des gens en fait qui s'amusent à créer des réseaux de neurones et à les entraîner sur des gros volumes de données, gros volumes d'images. Et du coup, en fait, l'idée du transfer learning, c'est de réutiliser ces réseaux préentraînés, puisqu'on a déjà en fait toutes les couches de convolution, en fait, les couches de convolution, ce qui va permettre de déterminer les features, les contours, etc., etc. Et puis après, des notions un peu plus abstraites. Donc c'était ça mon idée. Donc ça se fait assez simplement en Keras. Donc je dis récupère-moi le Inception V3. Donc ça va jusqu'à 4. Ensuite, à la fin de ce modèle, je rajoute mes couches quand même, puisque le modèle de base, en fait, il permet de prédire sur 1000 catégories. Mais moi, j'ai besoin de prédire que sur 5 catégories. Et en plus, ces catégories, c'est des symboles de Shifumi. Donc ça n'a rien à voir avec les catégories d'Inception. Le truc important, c'est que du coup, il faut geler les poids du Inception, parce que sinon, il va chercher à les réentraîner. Et du coup, ce que j'ai fait, ça n'aura servi à rien, puisque moi, je veux réutiliser les poids. Donc, je les freeze. Et voilà, là, c'est le drame. Donc là, j'ai fait l'entraînement côté Keras, pas de souci. Et au moment de faire la compilation vers le Movidius, là, j'ai toute une erreur. Des erreurs qui sont, voilà, genre j'ai des couches qui ne peuvent pas avoir plusieurs prédécesseurs, ou des fois il y a des problèmes de shape entre les vecteurs. Donc c'est des petits trucs assez subtils. Donc voilà, donc pour l'instant ça ne fonctionne pas, mais tout n'est pas perdu, puisque le SDK évolue régulièrement, et ils intègrent en fait régulièrement des nouveaux réseaux. Donc normalement le Inception devrait être supporté, mais là c'est pas trop le cas. Donc il y a les MobileNet qui peuvent fonctionner, et j'en ai oublié un. Je crois qu'ils ont commencé à mettre du YOLO aussi. Vous avez le NC-Abzo. Donc c'est un repo GitHub qui contient en fait tout un tas de réseaux préentraînés qui peuvent être utilisés du coup sur le stick Movidius. Donc ça, c'est animé par la communauté. Il propose des modèles à la fois pour TensorFlow et à la fois pour Café.
Et enfin, vous avez aussi la communauté Movidius. Hein. Bon, elle est un peu réduite, mais les personnes de chez Intel donc, qui animent le forum sont plutôt réactifs. Hein, et donc, si vous avez un problème, normalement, ils vont pouvoir vous aider. Voilà, donc, pour conclure, donc on a vu un petit peu, je vous ai présenté rapidement donc, le Neural Compute SIC. Moi, quand j'ai vu que c'était sorti, ce truc, à 70 balles ou 80 balles, j'ai dit, c'est bon, il faut que j'en prenne un, je vais pouvoir m'amuser. Donc effectivement, ça prend pas mal de temps. Donc ce que permet le Neural Compute SIC, c'est d'avoir de l'inférence de réseaux de neurones hein, hyper rapide sur des mécanismes embarqués. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire consommation 1 watt. La clé USB, c'est pour du prototypage. Si vous avez un produit à mettre à disposition du public, vous allez directement greffer la puce dessus. Donc on a vu, c'est performant, dans le sens où effectivement on a des prédictions qui sont à moins de 20 millisecondes, et peu énergivore, donc 1 watt. Et ce qu'il y a, c'est que ça évolue. Donc là, ils ont sorti une version 2 il n'y a pas longtemps, justement, de leur API, donc, qui cassait un petit peu ce qu'il y avait avant. Mais après, c'est pour du prototypage, donc voilà, faire attention. Donc voilà, donc ça bouge, et donc ça va pouvoir permettre de faire des réseaux de plus en plus complexes hein, et de plus en plus puissants. Merci. Eh ben, écoute, merci beaucoup Géraud pour cette presse. Est-ce qu'il y a des questions du coup qu'on va devoir faire au micro pour que tout le monde puisse les entendre? Yes. En fait, j'ai pas bien compris comment on récupérait un modèle existant de la communauté, celui qui avait à compiler. En fait, j'ai pas compris le mécanisme. Est-ce que tu peux expliquer ou... Ouais, en fait, quand là, moi, j'ai entraîné un modèle. Et derrière, ça me sort, je peux extraire les poids qui ont été entraînés et le graphe. Mais en fait, c'est exactement ce que fait la communauté. C'est qu'ils élaborent des architectures complexes. Ils ont à disposition du matériel et des jeux de données conséquents. Et du coup, ils entraînent leur réseau sur ces jeux de données. Et en sortie, ils mettent à disposition du public les poids qu'ils ont réussi à entraîner. Hein, parce que c'est vraiment des gros volumes de données et ça prend vraiment beaucoup de temps à entraîner. Donc c'est pas tout le monde qui peut le faire. Quoi. En fait, c'est dans l'API Keras. Alors après, c'est des modèles qui sont connus, qu'on retrouve dans les papiers de recherche, mais c'est dans l'API Keras, ils fournissent justement, c'est juste application, toutes les fonctions qui sont préfixées par application. Derrière, c'est des réseaux de neurones qui sont préentraînés. Voilà. Et donc derrière, automatiquement, Keras il va aller télécharger les poids qui sont généralement ils sont sur GitHub et le graphe. Et après, il fait le travail. Voilà. Juste une petite question. J'ai pas vraiment compris pourquoi. En fait, c'est du calcul matriciel à l'arrivée. Donc une fois que tu obtiens ton réseau et que tu as tous ces poids, on va dire, tu vas pouvoir l'exécuter et tu l'exécutes avec le stick. Pourquoi le stick peut se planter? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Pardon? Pourquoi ça peut ne pas marcher? Pourquoi le stick peut ne pas marcher? Parce qu'en fait, il va faire un calcul matriciel à l'arrivée, le stick. Hein. Il va le paralléliser. Oui. Alors, en fait, le stick va marcher. C'est la traduction du modèle TensorFlow vers le modèle compris par le processeur qui est embarqué, quoi. C'est ça qui peut péter. Parce qu'en fait, il y a certaines couches qui ne sont pas forcément supportées. Et des fois, c'est certains enchaînements de couches qui peuvent poser problème. En fait, peut-être une autre question. Pourquoi le freeze élimine-t-il des neurones? Est-ce qu'il diminue la dimension du réseau, le freeze? Alors, en fait, il y a... Alors ça, c'est un truc que j'ai pas trop vu. Mais c'est sur certaines couches, en fait, normalement, tout ce qui est normalisation et compagnie, batch normalisation, en fait, ça fonctionne avec... pendant l'entraînement, en fait, il va calculer des moyennes sur chacune de ces couches. Et en fait, ça sert qu'à l'entraînement. Ça permet de lisser un peu la façon dont il va itérer sur les données.
Et donc ça, c'est ce genre d'information, en fait, on s'en sert pas du tout à la prédiction. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup pour Bonjour, moi c'est Germain. Je me demandais en fait, c'est quand on télécharge les données de la communauté sur un tel type d'image, c'est pas lié à la taille de l'image ou si c'est l'image est en noir et blanc et nous on a une caméra qui est en couleur ou ça va pas fausser le. Alors ça peut avoir des impacts. Là, ce qui est fourni dans Keras, c'est effectivement pour chaque réseau, ils fournissent une fonction de pré-processing d'image qui permet de se caler comme il faut. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai un résultat pas terrible aussi. Donc voilà, je pense que ça peut effectivement avoir un impact. Là, je suis en... Bon, après, je dirais ça dépend des réseaux. J'avais fait un test donc, sur un mobile net avec mes images, donc qui sont en 128 par 128 et juste en grayscale en fait. Donc du coup, le mobile net, lui, ce qu'il prend, c'est des images en RGB, donc avec 3 channels. Donc du coup, moi, mes images en grayscale, elles sont en triple, quoi. Et au final, j'arrivais à avoir un score de 90% d'accuracy, quoi, au final. Donc je pense que ça va dépendre des réseaux. C'est bon ? Tu as passé combien de temps sur le sujet ? J'ai pas mal galéré sur le transfert learning. En fait, je suis parti là-dessus dès le début et en fait, j'aurais dû me concentrer plutôt sur le réseau simple et faire toute la chaîne dès le début. Donc ouais, j'y ai passé pas mal de temps. Mais au final, en fait, c'est quelques lignes de code. Hein, quand on passe par Keras, c'est tout de suite plus simple, quoi. Et après, j'ai eu plusieurs écueils puisque en fait, ça fait plusieurs mois déjà que je l'ai le stick et à l'époque, l'API n'était pas si mature. Hein. Donc, il y avait encore moins de couches supportées. Voilà. Là, depuis septembre-octobre, ça a bien évolué. Ok. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ? Non ? Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Géraud, en tout cas. Merci à vous.